Bienvenue sur Minuit Mystère, où chaque murmure recèle un indice. Ce soir, dans les ruelles tranquilles de Sainte-Marie-Mide, une chanson festive tourne au drame. Un chant de Noël flotte dans le givre et une note se termine par un meurtre. Maintenant, servez-vous d'une boisson chaude et que le mystère commence. Le village était plongé dans cette quiétude particulière que seul décembre pouvait instaurer, non pas un silence absolu, mais le murmure feutré de l'attente. La neige, en plis patient, recouvrait les toits, adoucissant chaque aspérité, et du presbytère parvenait le faible son d'une répétition de chants de Noël. Madame Price Ridley, emmitouflée dans son beau tweed, déclarait à qui voulait l'entendre qu'un tel temps était fort peu propice aux voix humaines. Pourtant, elle assistait tout de même à la répétition, car être absente de la chorale à Noël était presque aussi suspect que de ne pas avoir sorti son « ou ». C'est là, parmi les effluves de cire et de recueils de cantiques, que survient le premier trouble de la saison. Non pas une querelle bruyante, mais un détail bien plus insignifiant, la pause entre deux couplets, lorsque M. Clément, le vicaire, tourna la tête un peu trop brusquement vers la porte. Un courant d'air s'insinua dans l'église, soulevant une page du recueil ouvert. Un rire de jeune fille, étrangement déplacé, parvient de la lumière du vestibule, nerveux, et s'éteint aussitôt. Miss Marple, venue simplement récupérer son tricot oublié sur le banc après la réunion du comité du matin, remarqua que Griselda, la femme du vicaire, avait pâli. « Quelqu'un qui répète un air différent », murmura Miss Marple en glissant la laine sous son bras. Plus tard, dans la rue principale, les commérages reprennent leur agréable tournure saisonnière, se répandant dans le village comme un ruban autour d'un paquet. On parlait de nouveaux visiteurs à l'auberge The Laurels, le colonel et Madame Allerton, récemment arrivés d'Inde, accompagnés d'une nièce aux origines incertaines. Certains la trouvaient belle, d'autres étrange. Le commerçant, M. Todhunter, qui se targuait de neutralité, confia à Mademoiselle Hartnell que la jeune femme avait acheté une bouteille d'encre et 3 bâtons de cire à cacheter. Un drôle de duo pour Noël, n'est-ce pas? Miss Marple, qui écoutait près du guichet de la poste, ne dit rien. Elle comptait les pas, notant combien passait devant elle, avant qu'une ombre ne se projette sur la neige. C'était l'inspecteur Craddock de Much Benham, sa voiture garée au coin de la rue, moteur tournant, le toit recouvert d'une épaisse couche de neige. Il la salua chaleureusement, puis jeta un coup d'œil vers le clocher de l'église. « Bonsoir, Miss Marple. Vous avez entendu quelques rumeurs, j'imagine. »« J'essaie de ne pas le faire, inspecteur, » dit-elle avec un humour léger, « mais on ne peut guère y échapper. Notre village est un peu comme une bouilloire. Tôt ou tard, elle finit par chanter. » Il sourit, puis baissa la voix. « Il y a eu un signalement, c'est tout. Quelqu'un a entendu des cris hier soir, près du cimetière. Sans doute rien qui vienne d'un clochard ou d'un renard. » Les yeux pâles et tranquilles de Miss Marple se posèrent sur un bouquet de baies de houx de l'autre côté du chemin. « Les renards crient rarement, » dit-elle doucement. « Les humains, en revanche, le font parfois quand ils pensent être seuls au monde. » Craddock haussa les épaules avec un air bon enfant et s'éloigna, mais quelque chose dans sa voix le suivit. Le soir venu, la répétition reprend. Le chant de Noël « God Rest You Merry », Gentleman s'éleva dans l'obscurité comme la fumée d'une bougie. Madame Price Ridley, fière de son alto, chantait le mot « nothing » avec une ferveur particulière, comme pour défier le malheur de la contredire. Griselda Clément tournait les pages de la partition d'une main tremblante. Entre le 2e et le 3e couplet, la porte d'entrée claqua violemment contre le vent, et la nièce du colonel apparut, les joues rouges, les gants trempés, le regard étrangement absent, comme si elle avait traversé bien plus que de la neige pour les rejoindre. « Pardonnez-moi, » dit-elle essoufflée. « J'ai cru entendre, mais peu importe.
Sa voix trembla et elle prit place au premier siège venu. Personne ne parla. Même Madame Price Ridley, d'ordinaire prompte à accueillir ou à réprimander, se contenta d'une toux discrète. Le vicaire reprit, mais sa voix vacilla. La répétition terminée, Miss Marple s'attarda près de la porte, ajustant son foulard. Elle observa la jeune femme nouer les cordons de son chapeau avec une attention superflue. Les gants de la jeune fille étaient été déchirés au poignet non par accident, pensa Miss Marple, mais par panique. Dehors, les réverbères donnaient à la neige un léger éclat doré. Des voix s'élèvent et s'abaissent autour d'elle. Griselda demande des mains spies. Monsieur Clément propose de raccompagner la nouvelle venue. Soudain, un cri lointain mais distinct résonna du côté du cimetière. Il n'était pas fort, simplement humain dans sa brutalité. Une voix d'homme, coupée nette comme par un souffle froid ou un choc. Ils s'arrêtèrent tous. La jeune fille porta sa main gantée à sa bouche. Le vicaire hésite un instant, avant de se précipiter vers le bruit, sa soutane sombre flottant sur la neige. Miss Marple suivit plus lentement, ses bottes glissant prudemment sur le chemin glacé. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas immédiatement alarmant. Une simple lanterne renversée près de la porte du lichen, son huile se répandant comme une aile noire sur la neige. Mais tout près, à demi enfoui, gisait un livre de cantiques relié cuir, une seule page arrachée. La feuille manquante flottait sur un houx, scintillant légèrement sous la lumière de la lampe. Dessus étaient écrits, d'une main soignée, les mots « confort » et « joie ». Miss Marple se pencha pour le ramasser. « Comme c'est étrange », murmura-t-elle. « C'est pourtant ce que l'on est censé ressentir à Noël. » La nièce du colonel se tenait à quelques pas, le visage impassible. « Ce n'est pas étrange du tout, » murmura-t-elle. « Pas si vous savez ce qui s'est passé. » Mais avant que quiconque puisse poser la question, elle se détourna, marchant rapidement vers la route, sa silhouette se fondant dans la brume blanche de la neige qui tombait. Miss Marple resta près du portail, le souffle court dans le froid. La page déchirée bruissait légèrement dans sa main, comme si elle se souvenait de son utilité. Le papier tremblait entre les doigts de Miss Marple, le vent jouant avec son bord déchiré. Un instant, elle pensa combien il suffisait de peu pour que le confort se mût en inquiétude d'un seul mot déplacé, une seule note chantée faussement. Derrière elle, la lanterne du vicaire avait été redressée, sa lumière se reflétant sur le laiton des gonds du portail. L'inspecteur Craddock, appelé par un garçon de passage, revenait déjà de la grande rue, ses bottes rompant le silence de la neige d'un rythme régulier. Griselda Clément serra le bras de son mari. « Peut-être que quelqu'un a laissé tomber le recueil de cantiques tout à l'heure, » dit-elle, sans que sa voix ne trahisse une réelle conviction. « Il pourrait appartenir à n'importe lequel d'entre nous. » Le vicaire baissa les yeux sur la page que tenait Miss Marple. « Elle vient de notre collection, celle que nous utilisons pour le concert de chant de Noël. Mais qui l'a déchirée ?» La question restait sans réponse. Madame Price Ridley marmonna quelque chose à propos de Vandale, tandis que le regard de Miss Marple suivait les faibles traces de pas menant de la porte du lichen à la route. C'étaient de petites empreintes nettes, peut-être celles d'une femme, mais elle ne dit rien. La nièce du colonel avait disparu au détour du chemin, son passage englouti par la neige qui tombait. À son arrivée, l'inspecteur Craddock avait l'air plus agacé que inquiet. « Vous avez tout l'air de répéter une tragédie, » dit-il d'un ton sec en enlevant la neige de sa manche. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cri ?»« Ce n'est pas un cri, inspecteur, » dit Miss Marple. « Un gémissement. Il y a une différence. L'un vient de la peur, l'autre du choc. » Il la dévisagea un instant, sachant d'expérience que ces distinctions se révélaient rarement insignifiantes. « Très bien. Montrez-moi. » Ils revinrent sur leurs pas jusqu'au portail, où il examina la lampe et le recueil de cantiques,
s'accroupissant un instant pour suivre l'empreinte de ses pas. La neige étouffait tous les bruits, sauf le bruissement de son manteau. Quelqu'un est parti d'ici, en direction du chemin. Seul, sans courir. Miss Marple hocha la tête, les yeux rivés sur la tache d'huile noire. Les gens fuient rarement après un accident s'ils se sentent responsables, inspecteurs. Ils s'attardent, comme pour tenter de réparer l'irréparable. Griselda laissa échapper un rire nerveux. Tu le présentes comme quelque chose d'épouvantable. Miss Marple replia soigneusement la page déchirée. Oh, les choses terribles commencent souvent dans les endroits les plus paisibles. Demandez à n'importe quelle femme de pasteur. La remarque parcourt le groupe comme un courant d'air, y semant un léger malaise. Même le vicaire, qui la connaissait bien depuis des années, parut troublé par la précision de son ton. Cradock se leva et scruta le cimetière. « Très bien. Rien à faire ce soir. On verra demain matin. Il vaut mieux que tout le monde rentre. » Le petit groupe se dispersa comme une chorale dissoute. Seule Miss Marple s'attarda, observant Griselda entraîner son mari à l'écart, murmurant à voix basse, trop bas pour que le vent l'entende. Les lampadaires vacillaient le long de la rue, leurs derniers reflets ambrés se dessinant sur la neige. Lorsque Miss Marple prit enfin le chemin du retour, elle le fit d'un pas nonchalant, comme si elle écoutait plutôt qu'elle ne marchait. Au-delà des chaumières, une musique lointaine s'échappait d'une radio, le même chant de Noël, entonné par des voix indifférentes au scandale local. Pourtant, les mots réconfort et joie lui semblaient désormais empreints d'une étrange ironie. Elle repensa à la nièce du colonel, à son étrange calme et à la façon dont le gant de la fillette s'était déchiré au poignet, un de ces petits accidents qui arrivent d'un souvent lorsqu'on serre quelque chose trop fort. Devant son portail, Miss Marple s'arrêta pour secouer la neige de ses bottes. Une lumière brûlait dans son salon. Elle avait laissé le feu attisé, et la vue des flammes à travers les rideaux de dentelle semblait presque trop chaleureuse, trop rassurante. Elle entra, ôta son écharpe et déposa la page déchirée sur la cheminée, à côté d'une photographie de son neveu défunt. Les mots, imprimés à l'encre, se détachent pâlement sur la faible suie du foyer. Avant même qu'elle ait pu s'asseoir, on frappa à sa porte d'un ton sec, presque contrit. C'était Madame Clement, les joues rouges de froid. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » dit-elle rapidement. « Mais je vous trouvais si pensive tout à l'heure. Je n'arrête pas de penser à cette jeune fille. Elle s'appelle Lydia Allerton, au fait. Elle semblait si fragile ce soir. » Miss Marple esquissa un sourire. Les objets fragiles brillent souvent avant de se briser. Griselda frissonna, en jetant un coup d'œil à la page posée sur la cheminée. Le colonel Allerton disait qu'elle n'était plus elle-même depuis leur retour de Calcutta. Des problèmes familiaux, je crois. Et, oh mon Dieu, elle est fiancée à un homme que personne n'approuve. Un professeur de musique, de toutes les choses. De la musique ? Répéta doucement Miss Marple, comme pour en tester le son. C'est tout un fait approprié pour une histoire qui commence par un chant de Noël. Griselda laissa échapper un rire nerveux. J'aurais préféré que vous ne le disiez pas comme ça. Quand elle partit, Miss Marple tira les rideaux et resta là à écouter le vent souffler sous les avant-toits. Il avait pris une tonalité de chant lointain, une seule phrase répétée, s'éteignant peu à peu dans le silence. Elle pensa aux empreintes de pas dans la neige qui s'arrêtaient là où la route disparaissait à l'horizon. Dans le calme de son esprit, une question se mêlait aux autres. Si personne n'avait été blessé, pourquoi ce cri perçant, si distinct et si humain? Et pourquoi, surtout, Lydia Allerton semblait-elle déjà connaître la réponse? Dehors, la neige continuait de tomber, douce et inlassable, effaçant toute trace des troubles de la nuit. Seule la page de cantique déchirée demeurait, légèrement recourbée dans la douce chaleur du feu. Son message brillait faiblement à travers la suie.
Le matin apporte une clarté fragile, de celle qui dissimule, plutôt que de révéler. La neige, d'un blanc immaculé, scintillait sur les haies, cachant la moindre imperfection sous sa surface lisse. Pourtant, Miss Marple, debout devant le portail de son jardin, son châle serré contre elle, savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Elle observa le vicaire traverser l'allée en direction de l'église, sa soutane chassant le givre des pierres tombales. Une cloche se mit à sonner, lentement et délibérément, non pour l'office, mais pour appeler à la prière. L'inspecteur Craddock était rentré plus tôt que prévu, sa voiture garée de travers près du portail. Il salua Miss Marple d'un hochement de tête mêlant amusement et résignation. « Vous vous êtes levée avant la plupart de mes agents, madame. Je parie que vous avez déjà un avis sur la question. Le gel est moins trompeur que les ragots, l'inspecteur, dit-elle d'un ton doux. Il reste là où il tombe. Dans le cimetière, la neige tombée plus tôt avait suffisamment fondu pour révéler ce qu'elle avait dissimulé. Une seconde série d'empreintes, plus large et plus épaisse, traversait les 3 sentiers longeant le mur, s'arrêtant juste avant le où l'on avait trouvé la page de cantique déchirée. Craddock s'accroupit pour les examiner. « Des empreintes d'hommes, murmura-t-il. Des bottes de bonne qualité. Elles sont venues après les autres. Ou peut-être avant, suggéra Miss Marple. La neige peut être aussi trompeuse que la mémoire humaine. Toutes deux sont facilement perturbées. Il la regarda avec un léger soupçon d'amusement. « Vous seriez un piètre témoin, Miss Marple. Trop de possibilités. »« Je l'espère bien, » répondit-elle. « C'est la certitude qui cause le plus de problèmes. » Le vicaire les rejoignit, l'air soucieux. « Inspecteur, j'aurais vraiment préféré que cela attende la fin de l'office. L'église est dans un état lamentable avec toutes ces traces de pas. » Craddock se leva en s'essuyant les mains. « Nous avons presque terminé, révérend. Une simple formalité. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel hier soir. » « Notre tranquillité d'esprit, rien d'autre, » dit le vicaire, tentant l'humour sans y parvenir. Il hésite cependant. Il y avait une chose. Le tronc. Il est rangé près de l'entrée. La clé a été trouvée dans le mauvais tiroir ce matin. Je n'arrive pas à imaginer qui pourrait bien. Miss Marple inclina légèrement la tête. Peut-être quelqu'un qui s'imagine avoir besoin d'absolution, mais pas de pardon. Aucun des deux hommes ne répondit. Du chemin parvint le crissement étouffé des roues de la voiture du colonel. Elle s'arrêta brusquement devant le portail, soulevant un nuage de neige fondue. Le colonel Allerton en sortit, son pardessus boutonné jusqu'au menton, suivi de Lydia. Elle paraissait calme mais pâle, les yeux fixés sur la porte de l'église comme contrainte. « Inspecteur, » aboya le colonel, « je crois comprendre que vous étiez ici hier soir pour une mission futile. Je vous serais reconnaissant de ne pas mêler ma nièce à cette histoire. »« Rien de plus normal, monsieur, » répondit Craddock d'un ton égal. « Nous vérifions quelques détails. Mademoiselle Allerton pourrait peut-être nous aider. » La voix de Lydia était basse, presque détachée. Je n'ai rien d'utile à ajouter. Je marchais simplement. « Seule ?» demanda doucement Miss Marple. La jeune fille croisa son regard, et un instant, une lueur s'y éleva de la défiance, peut-être, ou du chagrin déguisé en mépris. « Oui, seule. » Le colonel serra les dents. « Viens, Lydia. Nous avons des courses à faire. » Mais elle ne bougea pas. Son regard s'était posé sur le où une minuscule tache rouge foncée marquait une branche, non pas d'un rouge vif comme du sang frais, mais d'un rouge ancien, brun, comme séché et incrusté dans l'écorce. L'inspecteur suit son regard. « Vous vous êtes blessée hier soir, mademoiselle Allerton ?» Elle porta instinctivement la main à l'endroit où se trouvait le gant déchiré. « Non, » dit-elle, « ce n'est pas le mien. » Puis elle se tourna brusquement vers la voiture. Tandis qu'il s'éloignait, en voiture, Miss Marple baissa de nouveau les yeux vers le où. La tache,
à demi dissimulé parmi les feuilles luisantes, captait la lumière avec une persistance terne. « Les renards crient rarement, » dit-elle doucement. Cradock fronça les sourcils. « Pardon ? Rien, inspecteur. Simplement que la nature est plutôt constante dans ses habitudes. Ce sont les hommes qui les modifient lorsque leur conscience commence à s'éveiller. » Il lui jeta un regard curieux, puis fit signe à son agent de police de boucler le passage. « Nous irons faire un tour au Laurier cet après-midi. Une simple formalité. »« Tout à fait, » répondit Miss Marple. « Mais si vous trouvez une salle de musique, j'aimerais bien savoir quelle mélodie elle renferme. » Sa remarque l'avait suffisamment intriguée pour qu'elle reste gravée dans son esprit longtemps après son départ. De retour à sa chaumière, le feu s'était éteint et la page déchirée gisait toujours sur la cheminée, les bords recourbés. Elle l'examina en ôtant ses gants. La netteté de la déchirure la troublait, comme si elle avait été faite délibérément, presque avec respect. On ne déchire pas les cantiques par inadvertance, on le fait lorsqu'on souhaite en conserver un fragment. Elle se versa un thé et regarda le givre fondre sur la vitre, laissant apparaître de fines traînées. À travers le givre, elle distinguait à peine la flèche au loin et les silhouettes qui se déplaçaient à sa base, noires sur fond blanc. Quelque part, une horloge sonna 9 heures, et avec elle parvint le faible écho d'un chant de Noël, entonné cette fois par des enfants se rendant à l'école. Miss Marple écoutait, le visage pensif. Durant toutes ces années à St. Mary Mead, elle avait appris que l'innocence pouvait être bruyante, mais que la culpabilité était souvent silencieuse comme la neige qui tombe, ou comme un secret qui se pose avant même que quiconque n'en perçoive le poids. Dehors, les branches de houx frémissaient légèrement sous une brise passagère, dispersant quelques baies rouges sur le sol blanc, autant de gouttes de couleur qui contrastaient avec le camouflage. Les baies rouges scintillaient encore faiblement sur la neige lorsque Miss Marple posa sa tasse de thé et prit son manteau. Ce matin-là, une certaine agitation régnait dans le village, une sensation d'étouffement. Par sa fenêtre, elle aperçut Madame Price Ridley qui descendait l'allée à grands pas en direction des lauriers, le panache de son chapeau fouettant le vent comme une accusation. La curiosité, visiblement, s'était remise du froid. Miss Marple suivait à distance, ses bottes laissant de légères empreintes dans la neige qui durcissait. La maison du colonel se dressait au bout du chemin, ses volets entr'ouverts, l'allée de gravier immaculée hormis les 2 traces du passage de la voiture. Une volute de fumée s'élevait de la cheminée, une fumée douce et rassurante, bien que le silence qui régnait là semblait moins paisible que contraint. La voix de Madame Price Ridley, stridente et déterminée, parvient aux oreilles de Miss Marple. « Je voulais simplement vous présenter mes condoléances, colonel, vu la frayeur d'hier soir. Des bruits si inquiétants. Il serait inhumain de ne pas s'enquérir. » La porte s'ouvrit avec une rapidité militaire. Le colonel Allerton se détachait sur le fond sombre du couloir, le visage marqué par une autorité lasse. « Nous sommes parfaitement rétablis, madame, » dit-il. Il n'y avait aucune détresse, seulement de la confusion. Ah, mais une telle confusion si près de la maison du Seigneur est bien déplacée, répondit Madame Price Ridley en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, tel un chat à la serrure. Votre nièce n'a pas été blessée? Elle se repose. Miss Marple, arrivée juste à temps pour assister au renvoi, remarqua que la main droite du colonel restait dans la poche de son manteau. Un petit geste défensif qui semblait déplacé pour son rang. Madame Price Ridley, contrariée, esquissa un sourire glacial et se retira, manquant de peu de percuter Miss Marple à la grille. « Hein? Vous n'avez rien entendu de plus, j'imagine? Tout ce tapage pour rien, je suppose. Les jeunes d'aujourd'hui ont les nerfs à vif. La dentelle est plus résistante qu'elle n'en a l'air, dit Miss Marple d'un ton aimable, et elle continue son chemin dans l'allée. Le colonel la regarda avec une surprise polie. « Mademoiselle Marple,
J'espère que vous n'êtes pas venu vous joindre au concert de spéculation. Je suis venu rendre un mouchoir, dit-elle calmement, en sortant un carré de lin brodé des initiales L et A, à peine visible. Je l'ai trouvé près du chemin de l'église. Il l'accepta avec une raideur qui trahissait bien plus que de la gratitude. Quelle délicatesse de votre part! Ma nièce a déjà bien assez à faire sans que les commérages ne viennent s'y ajouter. En effet, les gens ne comportent que rarement des rumeurs sans raison, colonel. Ils ne font que traduire leur malaise en conversation. Sa mâchoire se crispa, mais avant qu'il ne puisse répondre, un mouvement dans le couloir attira leur attention. Lydia se tenait au pied de l'escalier, vêtue désormais de gris clair, le visage impassible mais distant. « Tout va bien, oncle », dit-elle doucement. « Miss Marple peut entrer. » Le salon exhalait une légère odeur de camphre et de fumée de charbon. Des partitions étaient éparpillées sur le piano, la plupart étant des chants de Noël, mais une page, tournée vers le bas, portait le titre « Élégie » en mi mineur. Une simple bougie brûlait sur la cheminée, sa flamme vacillant sous le courant d'air. « Je voulais m'excuser », commença Lydia à voix basse, « d'avoir quitté la répétition si brusquement. J'ai entendu quelque chose, voyez-vous, une voix qui m'appelait. Le regard du colonel s'aiguisa. Vous étiez épuisé. Imagination. Ce n'était pas de l'imagination, dit-elle simplement. C'était Gérald. Le sac à tricot de Miss Marple reposait sur ses genoux, ses aiguilles immobiles. Et Gérald? Monsieur Gérald Kent, dit le colonel d'un ton sec. Un jeune homme aux mœurs douteuses. Il était précepteur avant d'être renvoyé. Les fiançailles de ma nièce avec lui étaient une incartade. Les yeux de Lydia brillaient. Il avait promis de venir hier, pour s'expliquer. Mais il n'est pas venu. Miss Marple reporta son regard sur le piano, s'attardant sur les touches silencieuses. Parfois, les explications prennent d'autres formes, ma chère, non pas des lettres ou des visites, mais des absences. Lydia ne dit rien. Ses mains, serrées sur ses genoux, portèrent de légères égratignures près des poignets, à demi dissimulées sous sa manche. Le colonel le remarqua également, les lèvres pincées. « Je vous prie de vous souvenir, dit-il en se tournant vers Miss Marple, que ma nièce est sous ma protection. Quelles que soient les rumeurs qui circulent ici et là, elles ne nous concernent plus. » Miss Marple se leva, un doux sourire aux lèvres. « La protection peut être un fardeau autant qu'une bénédiction, colonel. Je constate souvent que la vérité est la seule chose qui protège durablement. » Il n'ajouta rien, se contentant de la saluer avec une courtoisie irréprochable. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, fine comme de la farine tamisée. Madame Price Ridley était déjà postée près de la poste, racontant sa version des faits à quiconque s'attardait. Du haut du clocher, la cloche sonna midi, sa note solennelle résonnant dans l'air glacial. Sur le chemin du retour, Miss Marple longea la haie qui bordait le jardin des lauriers. Quelque chose de pâle attira son regard en dessous, un fragment de papier pris au piège, parmi les racines de houx. Elle se pencha et le ramassa. Le bord déchiré correspondait exactement à la feuille manquante du livre de cantiques, mais celle-ci ne portait aucun texte sacré. À la place, écrit faiblement au crayon, on pouvait lire « Retrouve-moi » près de la porte du lichen, avant que le chant de Noël ne commence. Son expression ne changea pas, mais son pas ralentit, et elle plia soigneusement le papier dans son gant. Miss Marple poursuit son chemin sans se presser, sa main gantée refermée sur le billet plié. Le chemin devant elle scintillait légèrement. La neige de midi fondant en de petits ruisseaux qui coulaient sous les haies. Elle ressentait le poids du message davantage comme un silence que comme un simple bout de papier. Le silence entre deux personnes qui avaient prévu de se rencontrer et celle qui n'était pas venue.
Au coin de la poste, elle s'arrêta pour saluer M. Todhunter, qui ajustait le houx de sa vitrine. Quel dommage pour la répétition de chants de Noël, s'exclama-t-il, sur un ton mêlant sympathie et joie, comme seul un commerçant anglais pouvait le faire. On raconte que la nièce du colonel a failli s'évanouir. Ah oui, répondit doucement Miss Marple, mais un évanouissement s'explique rarement de lui-même. C'est ce que font les gens avant de trop réfléchir. Elle poursuit son chemin vers le cimetière, guidée par son instinct plus que par une décision. La neige commençait à ramollir, laissant apparaître des touffes d'herbe brune. Près du portail du Lèche, l'inspecteur Craddock et son agent étaient de nouveau à l'œuvre. Ils avaient balisé le sentier avec de la ficelle et examinaient le sol sous le houx. L'inspecteur se redressa en la voyant. « De retour, Miss Marple ?» demanda-t-il. « Vous me facilitez et me compliquez la tâche à la fois. Je pense que c'est le cas pour la plupart des femmes. Inspecteur, dit-elle en esquissant un sourire. Avez-vous trouvé quelque chose ?» Craddock désigna le buisson du doigt. Un morceau de tissu pris dans les branches. De la laine d'homme, sombre. Sans doute une manche de manteau. Cela pourrait appartenir à n'importe qui, bien sûr. « Bien sûr, » murmura-t-elle en s'accroupissant pour mieux observer les fibres. Le tissage était fin, la couleur bleu marine profond, et une légère odeur persistait, non pas de terre ou de fumée, mais une note plus prononcée de térébenthine et une légère odeur métallique. Ce n'est pas vraiment l'odeur d'un manteau, inspecteur. Les artistes ont tendance à sentir leurs outils. Craddock fronça les sourcils. Des artistes ou des professeurs de musique, dit Miss Marple d'un air absent. Ils font preuve de la même patience avec les petits instruments. Il lui jeta un regard en coin, incertain si elle se moquait de lui. « Tu crois que ce Kent était peut-être là ?»« Je pense, dit-elle, que si l'on donne rendez-vous à la porte du lichen et que l'on n'y arrive pas, c'est que l'on a été retenu par le devoir, par la conscience ou par la mort. » Avant qu'il puisse répondre, la porte de l'église s'ouvrit en grinçant, et le vicaire apparut, un registre sous le bras. « Inspecteur, je viens de me souvenir de quelque chose d'assez étrange. L'argent de la quête de la semaine dernière a disparu. J'étais pourtant certain d'avoir fermé la boîte à clés. Ce n'étaient que quelques livres, certes, mais elles se sont volatilisées. » Craddock plissa les yeux. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»« Samedi soir. Je l'ai compté moi-même. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple cliquèrent nonchalamment dans son sac, bien qu'elle ne fût pas encore assise. « Et qui détient la clé ? » ?»« Griselda et moi, bien que les marguilliers puissent l'ouvrir si nécessaire. »« Ou quelqu'un qui lui a emprunté son porte-clés ?» murmura-t-elle. L'inspecteur se retourna brusquement. « Vous savez quelque chose, Miss Marple ? Ah, c'est typique des gens qui réagissent après avoir fait une bêtise. Ils rangent trop vite. Avant que l'enquête ne puisse se poursuivre, le gendarme s'écria « Monsieur, il y a quelque chose ici, sous l'if. » Ils traversèrent le sentier en hâte. À moitié enfoui sous les racines, un petit paquet enveloppé dans du papier kraft et ficelé gisait là. Lorsque Craddock l'ouvrit, une légère odeur métallique s'éleva, mêlée à une odeur de térébenthine et à une odeur âcre. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois contenant 3 bâtonnets de cire à cacheter, un stylo-plume et un archet de violon cassé. Miss Marple baissa les yeux avec une tristesse contenue. « Des outils de création, » dit-elle. Puis elle se tut. Craddock examina la boîte. « Initial JK. » « C'est bien lui. Alors, où est-il » Le vicaire fit le signe de croix. « Que Dieu nous vienne en aide si un malheur s'est produit. » Le regard de Miss Marple se porta sur la porte de l'église. Le ciel le dira peut-être, mais la terre nous le dira d'abord. C'est toujours le cas. Ils laissèrent le colis pour analyse, bien que Miss Marple doutât que celle-ci puisse expliquer la véritable raison de sa présence. Elle rentra chez elle à pied, la neige commençant à tomber, le faible carillon de l'horloge du clocher la suivant comme un pouls régulier. Arrivée à son portail, elle s'arrêta de nouveau, observant un rouge-gorge traverser la haie d'un trait.
Son poitrail éclatant, contrastant vivement avec le blanc, lui rappelait les baies de houx qui, plus tôt, apportaient une touche de couleur à la végétation dense. Elle repensa à la voix douce de Lydia Allerton. Il avait promis de venir hier pour s'expliquer. Ce soir-là, les paroissiens de St. Mary Mead se réunirent pour les vêpres. Les bancs se remplirent de visages prudents, les chuchotements étouffés mais empreints d'impatience. Le colonel Allerton était seul, le corps raide. Lydia était absente. Alors que commençait l'hymne, il est arrivé à minuit, le regard de Miss Marple parcourut l'assemblée. Au troisième banc se trouvait Madame Price Ridley, la tête baissée en signe de piété derrière elle, l'épouse du vicaire, pâle et agitée, et près de la porte, l'inspecteur Craddock, qui observait. Mais c'est le visage du colonel qui captiva son attention, non pas la douleur, mais le calcul, comme celui d'un homme qui s'entraîne à la maîtrise de soi. Lorsque l'orgue vacilla sur le dernier couplet, ses yeux se levèrent brusquement vers la galerie. La musique s'arrêta net, remplacée par un faible bruit, peut-être une goutte d'eau, ou peut-être, comme le pensait Miss Marple, l'écho d'une corde qui se brise. Un silence pesant s'abattit sur l'église, trop long pour être un simple malaise. L'organiste se retourne, déconcerté. Puis la voix du vicaire trembla dans le silence. « Inspecteur, pourriez-vous vous approcher ?» Quelque chose, semble Craddock, était déjà en mouvement. Miss Marple le suivit d'un calme mesuré, bien que son cœur s'emballe. Les marches de la galerie grinçaient, et une odeur de poussière et de graisse de bougie s'élevait autour d'eux. Tout en haut, là où l'ombre des tuyaux s'intensifie, une corde d'archet pendait, détachée, sur la rambarde. Et près du tabouret d'orgue, à demi caché par son pied sculpté, gisait un chapeau d'homme, le bord déchiré, noirci par la neige fondante. L'inspecteur Craddock arrive le premier à la galerie, ses bottes résonnant sèchement sur le parquet. Une odeur caractéristique de poussière, de fumée de bougie, et en arrière-plan, une légère âpreté, vestige de peur ou de décomposition, l'accueillit. Il se pencha, souleva son chapeau et recula en marmonnant un juron. Miss Marple, arrivée un instant plus tard, vit la même chose, une petite tache de sang séché sur le bord intérieur du verre. L'organiste, M. Pendry, resta figé près des tuyaux, ses lunettes glissant sur son nez. « Je vous jure, inspecteur, elle n'était pas là quand je suis arrivé, » balbutia-t-il. « Je jouais comme d'habitude, et puis la pédale s'est bloquée. »« Qui d'autre est monté ici ?» demanda Craddock. « Personne. Je suis arrivé tôt, comme d'habitude. Pour m'entraîner, je me demandais si la corde de la cloche ne prenait pas un peu d'air. » Miss Marple jeta un coup d'œil autour de la galerie faiblement éclairée. L'orgue se dressait comme une falaise de bois, ses tuyaux bourdonnant de vieillesse. Sur la balustrade, la poussière avait été soulevée en de petites taches, comme si des doigts l'avaient effleurée récemment. Une légère traînée de neige fondue marquait le plancher menant à l'étroite porte latérale qui donnait sur l'escalier extérieur. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « cette porte se verrouille, celle de l'intérieur. » Il essaya la poignée. « Ça marche maintenant, » dit-il d'un ton sombre, « mais quelqu'un a pu forcer avant. Il y a des éraflures récentes autour du loquet. » M. Pendry se tordait les mains. « C'est affreux, affreux, pas dans la maison du Seigneur. » Le regard de Miss Marple se porta sur le tabouret d'orgue. Le coussin portait une empreinte, mais pas deux. Une marque plus claire, à côté de la plus profonde, comme si une seconde personne s'était brièvement assise, peut-être en s'appuyant contre elle. Elle se pencha et toucha le bord. Il faisait humide. « De la condensation de neige, » murmura-t-elle, ou quelque chose de plus chaud qui refroidirait. Craddock suit son regard, un malaise perçant dans sa voix. « Vous croyez que quelqu'un était avec lui, ce Kent ?»« Je pense, » dit Miss Marple, « que la musique exige souvent un duo, même lorsque l'une des parties est réticente. »
En bas, l'assemblée s'agitait, ses murmures montant comme des vagues contre la pierre. La voix anxieuse du vicaire flottait dans la nef. « Tout va bien, j'en suis sûr. Juste un petit incident. » Craddock se tourna vers son agent de police. « Fouillez les lieux, chaque dépendance, et demandez à quelqu'un de vérifier le ruisseau derrière le presbytère. S'il est blessé, il a peut-être essayé de ramper vers la route. » Lorsque les hommes partirent, Miss Marple resta près de la rambarde, le regard fixé sur le chapeau taché de sang. Les lettres, à l'intérieur du bord, étaient faiblement déchiffrables, J.K. Elle pensa à Lydia Allerton, à son affirmation selon laquelle la voix de Gérald l'avait appelée la nuit précédente. Peut-être était-il effectivement arrivé tard, repentant ou désespéré. La question n'était pas de savoir pourquoi il était venu, mais pourquoi il n'était pas reparti. Elle se redressa lentement, époussetant sa manche du bout des doigts. « Inspecteur, dit-elle, vous constaterez peut-être qu'ici on préfère ranger plutôt qu'avouer. Je devrais rendre visite à Madame Clément. » Craddock haussa un sourcil. « La femme du vicaire. Vous pensez qu'elle est impliquée ?» Miss Marple esquissa un sourire. « Oh, rien de plus, cher monsieur, simplement informé. Les épouses savent souvent des choses que leur mari juge sans importance. » Ils descendirent ensemble l'étroit escalier. L'air se réchauffa à mesure qu'ils atteignent la nef. Les bougies vacillent encore dans leur douille. Madame Price Ridley rôdait près des fonds baptismaux, murmurant à l'oreille de la factrice. Le colonel se tenait près de la porte, le visage pâle d'impatience, une main gantée serrant si fort son chapeau que le bord se courbait vers l'intérieur. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» demanda-t-il. « Rien pour l'instant, » répondit Craddock sèchement. « Alors peut-être pourrons-nous mettre fin à ce spectacle. Ma nièce est malade. Elle n'a pas besoin que toute la paroisse assiste à son humiliation. » Miss Marple le regarda avec une sérénité polie. « Les regards du public sont rarement les plus cruels, colonel. Ce sont les regards privés qui remarquent ce qu'ils ne devraient pas. » Sa bouche esquissa un sourire, mais il ne dit rien. Tandis qu'il se détournait, elle remarqua comment le bas de son manteau frôlait la laine bleu marine de ses bottes, à la trame fine, sur laquelle s'accrochaient de légères particules de poussière pâle. « Quel temps malheureux pour les beaux tissus !» a-t-elle remarqué. Il marque une pause, baissant les yeux machinalement. « Et alors ?»« Oh, rien, » dit-elle. « C'est juste que la poussière d'église est assez particulière. Elle s'accroche à ceux qui s'attardent trop longtemps dans les lieux sacrés. » Une fois qu'il est parti, elle se dirigea vers la sacristie, où Griselda Clément était assise seule, jouant nerveusement avec son alliance. La jeune femme leva les yeux, l'air de quelqu'un qui appréhendait d'entendre quelque chose qu'elle redoutait. « Je le savais, » murmura-t-elle. « Il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas ? J'ai aperçu Lydia près du portail du presbytère 1 heure avant l'office. Elle semblait transformée, comme si elle avait pris une décision. Vous a-t-elle parlé ? Pour se demander simplement si le pardon et la vérité étaient la même chose. » Miss Marple posa doucement la main sur la sienne. « Ce sont rarement des compagnons agréables, ma chère. » Dehors, la cloche sonna de nouveau. Une note unique résonnant dans le village. Des pas se précipitèrent sur le chemin, des voix s'élevèrent. Le cri de Craddock résonna faiblement derrière la porte. « On l'a trouvé !» Griselda devint blanche comme un linge. Miss Marple resta immobile, les yeux levés vers le vitrail, où un rayon de lumière frappait la figure d'un ange, soufflant dans une trompette d'or. Dans le reflet, elle distingue non pas la lumière, mais la silhouette d'un motif qui commençait à se dessiner. La trompette de l'ange scintillait faiblement lorsque Miss Marple se tourna vers les portes de l'église, suivant le bruit de pas précipités et de cris étouffés. À l'extérieur, l'air hivernal lui frappa le visage d'un froid si pur qu'il sembla trancher toute pensée. À l'orée du cimetière, le sentier descend vers le ruisseau gelé, un fil d'argent serpentant sous les ifs.
Des gens s'y rassemblent déjà, leur souffle effleurant l'air, leur curiosité empreinte d'une solennité pieuse. L'inspecteur Craddock se tenait à l'écart, le col de son manteau relevé, les mains gantées, jointes derrière le dos. Le gendarme s'agenouilla près d'une silhouette à moitié appuyée contre le talus. Le corps d'un homme étendu de tout son long, comme figé par le froid. La neige s'était infiltrée dans les plis de son manteau. Un bras pendait au-dessus de la glace, les doigts crispés comme s'il cherchait un son plutôt que la vie. Miss Marple rejoint l'inspecteur en silence. Le visage de l'homme, jadis peut-être jeune, portait l'empreinte d'une question restée à jamais sans réponse. Ses cheveux noirs étaient raidis par le givre, son col déchiré et à sa gorge, de légères traces de cire adhéraient à sa peau. Dans une de ses poches, le reflet métallique d'un clip de stylo cassé. Craddock expira, un nuage de brouillard blanc. Gerald Kent. Sans aucun doute maintenant. Miss Marple inclina la tête. Comme la culpabilité peut s'éteindre discrètement, inspecteur. Presque comme s'ils avaient honte de crier. Il s'accroupit pour examiner le corps de plus près. Aucune blessure par arme blanche. Aucune blessure par balle. Il avait une contusion à la tempe et avait peut-être fait une chute. Mais c'était ça qui était sidérant. De la cire à cacheter, murmura-t-elle. On ne s'y attend pas à la mort, même si elle a cette façon de clore les choses. Le gendarme se leva, le visage blême. Nous avons trouvé ça juste en amont. Il tendit une petite bouteille à moitié pleine d'un liquide trouble. Craddock la renifla. De la térébenthine. La même odeur que cette boîte près de l'église. Quelqu'un avait peut-être voulu brûler quelque chose. Le regard de Miss Marple se posa sur la surface du ruisseau. La fine glace y reflétait l'arche sombre du pont, comme une phrase inachevée. Ce qui devrait être détruit l'est rarement, inspecteur. On le cache plutôt dans des tiroirs ou dans des cœurs. Les murmures de la foule s'intensifièrent à l'arrivée du colonel, sa voix claire et impérieuse. « C'est intolérable. Vous ne pouvez pas le régler ici, en public. » La mâchoire de Craddock se crispa. « C'est une scène de crime, monsieur. Je vous prie de reculer. Je ne ferai rien de tel. Ce jeune homme était fiancé à ma nièce. Quoi qu'il arrive, j'exige le respect des convenances. » Miss Marple tourna son regard vers lui, doux et impassible. La bienséance, colonel, est souvent le dernier refuge en cas de détresse, surtout lorsque la détresse survient sans prévenir. Il semblait prêt à répliquer, mais la voix de Lydia, basse, tremblante, mais indubitablement claire, déchira l'air froid. « Oncle, s'il vous plaît. » Elle se tenait au détour du chemin, son manteau gris saupoudré de neige. Son regard se posa sur le corps, et quelque chose en elle se figea, aussi complètement que le ruisseau en contrebas. Elle fit un pas en avant, puis s'arrêta. Cela n'aurait pas dû se passer ainsi. Craddock lui lança un regard perçant. Que devait-il se passer, mademoiselle Allerton? Elle secoua la tête, un mouvement léger, empreint de désespoir. Il avait dit qu'il voulait seulement parler, réparer les choses avant Noël. Il n'aurait fait de mal à personne. Miss Marple parlait à voix basse. Pourtant, quelqu'un craignait qu'il ne le fasse. Le colonel serra son chapeau d'une main crispée. « Vous ne direz rien de plus, Lydia. Vous êtes bouleversée. Ces gens vont déformer vos paroles. » Son regard se tourna vers son oncle, et un instant, le masque de discipline se fissura. « Tu lui as dit de me quitter. Tu as envoyé cette lettre. Je l'ai vue. Il est venu à cause de toi. » La voix du colonel était un fouet. Ça suffit. Mais la vérité, une fois dite à haute voix, ne se tait pas facilement. Les visages des villageois se tournèrent subtilement, leurs soupçons s'alignant comme les boussoles cherchant le nord. Craddock intervint, d'un ton calme mais ferme. « Colonel, je vous prie de rester disponible pour un interrogatoire. Nous allons transporter le corps à la morgue. Mademoiselle Allerton, vous devriez peut-être rentrer chez vous avec Madame Clément pour le moment. »
La main de Miss Marple effleura le bras de Lydia en passant. « Va, ma chère, le chagrin n'est pas un moment pour parler, seulement pour se souvenir. » Tandis que la jeune fille était emmenée, Miss Marple s'attarda près du ruisseau. La faible lumière du soleil scintillait sur la glace, révélant en dessous un petit objet sombre, coincé dans le courant, de forme rectangulaire et à demi dissimulé parmi les roseaux. Elle se pencha délicatement, ses doigts effleurant le givre. C'était un livre, un recueil de cantiques, gorgé d'eau et gondolé, mais à l'intérieur, une page était restée intacte. Elle l'ouvrit doucement, et son regard fut attiré par une simple phrase soulignée jusqu'à ce qu'il apparaisse et que l'âme ressente sa valeur. Miss Marple referma le livre avec précaution. Une infime trace de cire à cacheter adhérait à sa tranche. Cradock, voyant son expression, s'approcha. « Encore une preuve de votre intuition, Miss Marple. » Elle lui adressa un petit sourire. « Juste un rappel, inspecteur, que la valeur et la culpabilité sont souvent confondues. L'une pousse les gens à se cacher, l'autre à avouer. » Le murmure du ruisseau emplit le silence qui suivit, imperturbable, comme si le temps lui-même lissait les contours du passé. Miss Marple se tourna vers le clocher, ses pensées déjà ailleurs, suivant les fils conducteurs d'un mobile à travers la respectabilité tranquille du village. Derrière l'une de ces fenêtres aux rideaux tirés, un mensonge attendait d'être défendu. Le clocher de l'église scintillait faiblement dans la pénombre, tandis que Miss Marple regagnait le chemin, le recueil de cantiques serré sous le bras. Derrière elle, la foule s'attardait encore près du ruisseau, leurs voix se mêlant au murmure des conjectures. La découverte les avait troublés, mais pas tout à fait comme un meurtre l'aurait fait. C'était l'indécence de la chose qui glaçait le sang, à l'idée que la mort puisse s'immiscer dans les chants de Noël et la lueur des bougies. Elle prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, en passant devant le presbytère. La neige y était fine et grise, là où les pas l'avaient transformée en gadou. De la fumée s'échappait de la cheminée, mais les fenêtres semblaient fermées, comme pour se protéger. Lorsqu'elle frappa, c'est Griselda qui ouvrit, gardant son calme grâce à la courtoisie et au thé. « Oh, Miss Marple, Dieu merci. L'inspecteur vient de passer. Il dit que c'est Monsieur Kent, le pauvre. Lydia est allongée et ne veut parler à personne. Le colonel a refusé de la voir. » Miss Marple ôta son chapeau. Les hommes pensent souvent que le silence est une force. Ce n'est qu'un répit. Ils étaient assis ensemble dans le bureau du vicaire, le feu brûlant doucement. Griselda versait le thé d'une main tremblante. « Je n'y comprends rien. Le caractère du colonel, la nervosité de Lydia et maintenant cette mort. Gérald était difficile, certes, mais certainement pas méchant. » Miss Marple remua doucement sa tasse. « La méchanceté est rarement une condition nécessaire à la tragédie, ma chère. L'orgueil suffit amplement. » Par la porte entr'ouverte, on entendait la voix du vicaire dans le couloir, parlant à voix basse à l'inspecteur Cradock. Miss Marple ne perçut que des bribes d'un billet de la cire à cacheter, pas de vol. Les mots s'assemblèrent comme les pièces d'une broderie inachevée. Cradock entra un instant plus tard, le visage grave mais respectueux. « Nous avons envoyé le corps à Much Benham. Le médecin a porté un coup à la tempe, signe certain d'une chute contre une pierre. Mais ce qui est étrange, c'est la main. Elle est brûlée comme s'il avait tenu une bougie trop longtemps. » Griselda frissonna. « Mon Dieu, ce pauvre garçon !» Le regard de Miss Marple se porta sur la cheminée, où une unique bougie brûlait dans un support en laiton. « La lumière !» murmura-t-elle, elle, à cette fâcheuse habitude de tout révéler avant qu'on y soit préparé. Cradock fronça les sourcils. Que signifiait-il? Ah, seulement que les gens ont tendance à se confesser d'abord à eux-mêmes, inspecteur, et ensuite à quiconque se trouve à les écouter. Il soupira.
Si seulement il choisissait le bon auditeur. Le vicaire rentra, serrant une lettre contre lui. Elle venait d'arriver par la poste et était adressée à mademoiselle Allerton. L'écriture était plutôt tremblante. Cradock la prit avec précaution. L'enveloppe portait de légères traces de cire rouge dans un coin, comme si elle avait été scellée 2 fois. Il regarda Miss Marple. « Vous avez les mains les plus sûres de la pièce, madame. Voulez-vous bien m'en occuper ?» Elle l'ouvrit délicatement. Le papier à l'intérieur était fin, l'encre pâle, comme appliquée à la hâte. « Lydia, j'ai tenu ma promesse. La vérité éclatera au grand jour. Ne viens pas à la porte ce soir. Pardonne-moi. » Pas de signature, mais les initiales en bas J.K. Griselda portent une main à ses lèvres. Alors il voulait se suicider? Miss Marple secoua lentement la tête. Les gens qui projettent de disparaître soignent rarement leurs mots avec autant de soin. Non, ce texte était destiné à être retrouvé, pas à être cru. Cradock l'examina. « Tu crois que quelqu'un d'autre l'a écrit ?»« Je pense, dit-elle, que la culpabilité se lit bien plus facilement sous la plume des autres que sous la sienne. » Un silence s'installa. Le feu sifflait doucement, consumant les dernières braises. Dehors, la cloche de l'église sonna d'un seul coup, morne et sans éclat, non pas pour annoncer le deuil, mais pour annoncer le passage d'1 heure de plus où le calme du village risquait d'être rompu. Griselda rompit le silence la première. « Devrions-nous le dire à Lydia ?» Le regard de Miss Marple se posa de nouveau sur la lettre. « Pas encore. La vérité est une œuvre délicate qu'on brise si on la manipule trop tôt. Mais il y a quelque chose que je devrais voir de mes propres yeux, la sacristie, peut-être, ou le coffre à clé du vicaire. » Cradock parut surpris. « Le placard à clé ? » ?»« Oui, inspecteur. Il arrive si souvent que des choses disparaissent dans les tiroirs de la morale. Il faudrait vérifier quelles clés ont été empruntées sous prétexte de bien faire. » Il hésita, puis fit un signe de tête en direction du hall. « Je demanderai aux gendarmes de vous y rejoindre. Mais si vous trouvez quelque chose, je ne trouverai que ce qui attend d'être remarqué. » Lorsque Miss Marple sortit de nouveau dans le crépuscule, la neige avait recommencé à tomber, de fins flocons s'abattant avec la douce insistance du souvenir. La ruelle scintillait faiblement sous la lumière du lampadaire. Au loin, au laurier, une fenêtre solitaire perçait la tempête, son rideau tirant trop fort pour que ce soit un hasard. Elle s'arrêta au pied du mur de l'église, le recueil de cantiques toujours sous le bras, et observa la faible lumière vaciller sur les vitraux. Elle trembla un instant, comme le pouls d'un secret sur le point d'être révélé. La neige bruissait doucement sur le toit de l'église, tandis que Miss Marple y pénétrait de nouveau par le porche latéral. Les lampes à l'intérieur étaient tamisées, et la nef était désormais plongée dans un long silence d'ombre et d'une faible lumière. Elle passa silencieusement devant les bancs, des pas étouffés par la pierre. Au fond, la porte de la sacristie était entr'ouverte, laissant filtrer un mince rayon de lumière dorée sur les dalles. À l'intérieur, une légère odeur de cire et de fer flottait dans l'air. Une bougie brûlait près du registre, sa flamme vacillant sous le courant d'air. À côté, sur la table, le meuble à clé était ouvert, ses crochets à moitié vides, chacun portant une étiquette soigneusement étiquetée de la main du vicaire. La clé du tronc pendait négligemment, son bord en laiton strié de suie. Mais ce qui attira l'attention de Miss Marple, c'était le plus petit crochet sans étiquette, auquel était suspendu un bout de fil bleu. Elle se pencha pour l'examiner. Le fil était fin, mais robuste, du genre de ceux qu'on trouve pour les doublures de manteau. Et, légèrement, sur le bois en dessous, une empreinte digitale sombre avait altéré le vernis. « Mademoiselle Marple ?» La voix du vicaire parvint doucement derrière elle. Il entra, toujours en soutane, le visage plus crispé que d'habitude. « Je croyais que vous étiez rentrée. »
Ma femme dit bien s'attend pas à un tel dévouement à la curiosité. Miss Marple sourit doucement. Oh, mais la dévotion et la curiosité sont très similaires, révèle. Toutes deux reposent sur la foi, l'une en Dieu, l'autre en la nature humaine. Il laissa échapper un soupir de lassitude. L'inspecteur Craddock a été implacable. La pauvre Griselda est complètement épuisée par tous ces interrogatoires. Si seulement j'avais bien fermé l'église à clé. Les serrures découragent rarement les personnes déterminées, dit doucement Miss Marple, les yeux toujours rivés sur le placard. Je me demande toutefois depuis combien de temps cette clé est perdue. Il suit son regard. Celle-ci? Oh, c'est la clé du portail latéral, je crois. Elle n'a pas servi depuis la fin des répétitions du soir. Le loquet coince terriblement. Elle tourna délicatement la clé qui pendait. Curieuse. Elle porte plus de traces d'usure que ne le laisserait supposer la négligence. Des rayures récentes ici, le long de la tige. Le vicaire fronça les sourcils. Croyez-vous que quelqu'un l'ait forcée? Je pense que quelqu'un l'a empruntée et l'a rendue sans vouloir se faire remarquer. Il se tortillait d'inconfort. Peut-être que M. Pendry, notre organiste, il s'enferme sans cesse pour répéter. Peut-être, dit-elle, bien que sa voix ne trahisse ni approbation ni incrédulité. Une soudaine bourrasque fit claquer la porte, éteignant la bougie. Un instant, seule l'odeur de mèche brûlée persista. Dans cette pénombre, Miss Marple repensa à ce vers du cantique. L'âme sentit sa valeur. Étrange, comme la valeur se mesurait souvent non à la vertu, mais à ce que l'on choisissait de dissimuler. Le vicaire ralluma la bougie avec une allumette tremblante. Je ne sais que faire pour Lydia. La pauvre, elle va devoir affronter l'enquête du coroner. Le courage revêt bien des apparences, murmura Miss Marple. Elle découvrira peut-être qu'elle est plus courageuse qu'elle ne le pense. Craddock apparut sur le seuil, le visage grave. Il y a autre chose. Je le crains. Le rapport du médecin vient d'arriver. Kent n'est pas mort, sur le coup. Il a rampé sur une dizaine de mètres, à en juger par les ecchymoses sur ses mains. Et il avait de la cire sous les ongles. Encore de la cire, dit doucement Miss Marple. Les résidus de quelque chose ou de quelqu'un qui a été scellé. Craddock acquiesça. J'ai aussi parlé à Pendry. Il prétend avoir quitté l'église au crépuscule et l'avoir fermée à clé comme d'habitude. Mais cela ne correspond pas, le vicaire dit avoir entendu de la musique d'orgue, près d'une heure plus tard. Le visage du pasteur s'empourpra. J'ai supposé qu'il reprenait l'entraînement. Ce n'est pas inhabituel la semaine précédant Noël. Le regard de Miss Marple se porta sur la porte menant à la galerie. De la musique au crépuscule. Puis une autre présence. Deux sons se superposent, l'un entendu, l'autre imaginé. Ce genre de confusion peut s'avérer fort utile à une personne mal intentionnée. Craddock laissa échapper un petit rire, sans joie. Vous décrivez cela comme une symphonie de mensonges. Oh, pas de tromperie, inspecteur. Juste une harmonie déplacée. Le vicaire les regarda tous deux, impuissant. Mais qu'insinuez-vous? Que l'un de nous? Miss Marple intervint doucement. Je n'insinue rien, révérend. Je ne fais que constater des schémas. Quand on dissimule ses fautes, on a tendance à les dissimuler trop vite. Et quand quelque chose brûle, c'est généralement pour effacer sa culpabilité, non pour l'avouer. Elle s'approcha de la petite étagère où étaient empilés les recueils de cantiques. Sa main effleura l'un d'eux, légèrement taché d'eau. En l'ouvrant, elle constata que les bords étaient brûlés et la dernière page déformée par la chaleur. On pouvait lire, sous la brûlure, le monde lasse, se réjouit. Elle le referma délicatement, le regard absent. Il semblerait que la vérité de M. Kent ait finalement été consumée, mais pas par sa main. La voix de Craddock était basse. Vous pensez qu'il a été tué ici et non au ruisseau? Miss Marple ne dit rien, mais la lueur de la bougie vacilla dans ses yeux, un reflet,
ou peut-être le bref éclair de certitude qui se formait derrière eux. Dehors, la neige recommença à tomber, fine comme de la poussière, adoucissant chaque marque sauf celle qui importait le plus, la faible trace menant de la porte de la sacristie au cimetière, où les empreintes de 2 paires de bottes se croisaient et se séparaient. Les 2 séries d'empreintes se rejoignirent juste derrière le mur de la sacristie, où la neige, brassée, formait un flou pâle. Miss Marple les suivit avec une précision méticuleuse, la lueur de sa bougie faiblissant à mesure que le clocher se dressait au-dessus d'elle. À l'intérieur, quelque part, les cordes des cloches vacillaient doucement, leur léger craquement brisant le silence comme un cœur qui bat sous l'effort. L'inspecteur Craddock la suivait de près, son souffle violant l'air. « Êtes-vous certain qu'il s'éloigne du ruisseau et non qu'il s'en rapproche ?»« Oh oui, » dit doucement Miss Marple. « Une paire plus profonde, plus lourde, un homme portant quelque chose, peut-être. L'autre plus légère, hésitante. Non pas la démarche de la culpabilité, mais celle de la peur. » Ils tournèrent au coin du cimetière. La neige était immaculée, à l'exception de ces sentiers entrelacés qui se fondent dans l'ombre des marches du clocher. Craddock s'avança et poussa la porte en gémissant. À l'intérieur, l'air était étouffant et froid, lourd d'une odeur de corde et de fer. Une lanterne solitaire était suspendue à une poutre, projetant de longues formes irrégulières sur les murs. Le sol de pierre portait de légères traces de suie, et près du pied de l'escalier en colimaçon, une petite flaque de neige fondue. À côté, un fil bleu était coincé sous la charnière. Craddock se pencha pour l'examiner, identique à celui qui se trouvait dans l'armoire à clé. « Exactement, » murmura Miss Marple, « et le fil bleu, je trouve, est rarement porté par les recteurs ou les soldats. Il convient cependant parfaitement à la doublure d'un manteau de femme. » Craddock se redressa. « Vous voulez dire Lydia Allerton, ou toute femme qui protège sa réputation ?» répondit-elle d'un ton doux. « Mais la question, cher inspecteur, n'est pas de savoir à qui appartient ce manteau défait, mais à quelle conscience il se raccroche. » Il lui jeta un regard perplexe, mais elle gravissait déjà les marches, une bougie à la main. Chaque marche grinçait doucement sous ses pieds. L'escalier débouchait sur le clocher, où les cordes pendaient dans un silence fantomatique. Le clair de lune filtrait à travers les étroites fentes, transformant la poussière en une pluie d'argent. Sur le rebord de la fenêtre, sous la cloche centrale, elle remarqua une trace de cire rouge et, à côté, un morceau de papier plié, à moitié fondu par l'humidité. Elle l'ouvrit avec précaution. Seuls 2 mots restaient lisiblement pardonnés ce soir. La voix de Craddock était basse. « Une lettre de suicide ?» Miss Marple secoua la tête. « Non. Une bénédiction, écrite par quelqu'un qui se considère comme la victime et non comme le coupable. » Un léger bruit de pas parvient d'en bas. Le vicaire appelant doucement, hésitant à perturber ce qui pourrait être une découverte ou un moment de recueillement. Miss Marple plia le billet et le glissa dans son gant. « Inspecteur, » dit-elle, « auriez-vous l'amabilité de demander à Madame Clement de se joindre à nous ?» Il cligna des yeux. « La femme du vicaire ? Oui. Je parie que c'est elle qui nous racontera comment s'est réellement terminée la répétition du chant de Noël. » Quand Griselda arriva, son visage était pâle sous la lumière du lampadaire. Elle regarda Miss Marple, puis les cordes de la cloche, à bout de nerfs. « Est-ce vraiment nécessaire ? Je vous ai dit tout ce que je sais. »« Pas tout, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Seulement ce que vous espériez est suffisant. » La jeune femme tordait son mouchoir. « Je voulais seulement aider Lydia. » Elle était terrifiée. Elle disait qu'il voulait la ruiner, qu'il avait écrit des lettres qu'elle ne supportait pas que quiconque lise. Je l'ai suppliée de ne pas aller à l'église, mais elle a dit qu'elle en finirait discrètement, avec la vérité. Le ton de Craddock s'adoucit. « Et vous l'avez suivie ?» Griselda hocha la tête une fois. « J'attendis dehors. J'entendis des voix, puis un bruit de chute. Quand je suis entré, Lydia était là, plantée devant lui, à le fixer.
Il ne bougeait pas. Elle dit que c'était un accident, qu'il avait trébuché et s'était cogné la tête. Je lui ai dit de rentrer chez elle, que je m'en occuperais. Les yeux de Miss Marple brillaient d'une douce compassion. « Alors vous avez allumé une bougie, peut-être pour faire croire qu'il était venu chercher du réconfort. Vous avez déplacé le corps, de peur que des aveux ne passent pour un crime. » Une larme solitaire coula sur la joue de Griselda. Je ne pouvais pas la laisser sombrer. Elle est si jeune, et le colonel ne lui pardonnerait jamais. Que pouvais-je faire d'autre? Vous avez fait ce que toute bonne femme aurait fait, dit doucement Miss Marple. Vous avez rangé trop tôt? Cradock expira lentement. Nous aurons besoin de sa déposition, Miss Marple. Plus tard, peut-être, murmura-t-elle. Laissez d'abord cette pauvre enfant se reposer. La justice, inspecteur, peut attendre demain matin. La clémence, elle, attend rarement. Ils descendirent les escaliers en silence. Les cloches, au-dessus d'eux, frémirent légèrement sous le souffle du vent qui traversait la tour, leurs voix métalliques murmurant comme les échos d'hymnes inachevés. Dehors, l'aube commençait à argenter l'horizon. La neige ne tombait plus, elle se déposait simplement, lissant les empreintes jusqu'à ce que tous les chemins ne fassent plus qu'un. Miss Marple s'arrêta près de la porte du lichen, son regard s'attardant sur le clocher de l'église dont la pointe perçait le ciel pâle. Dans le silence, elle ne pensa pas à la culpabilité, mais à la grâce, à cette ligne fragile entre le mal et le pardon sur laquelle reposent la plupart des vies. Et dans cet instant délicat, elle entrevoit enfin la vérité, qui, baignée par la lumière du matin, attendait d'être proclamée. La lumière du matin s'était à peine affirmée lorsque Miss Marple, son châle serré contre elle, emprunta le chemin menant au laurier. Le givre recouvrait les haies et les cloches de l'église, bien que silencieuse à présent, semblait encore vibrer dans son souvenir. Elle n'avait pas dormi. Le sommeil, disait-elle toujours, était pour ceux dont la conscience était confortablement oisive, et la sienne, bien que irréprochable, était bien occupée. La maison du colonel se dressait dans la brume, ordonnée, discrète et aussi impénétrable que son expression. Une légère fumée s'échappait de la cheminée, mais aucun bruit ne provenait de l'intérieur. Miss Marple souleva le heurtoir en fer, son écho résonna dans le hall comme un toussotement de désapprobation. C'est Lydia qui répondit, pâle mais impassible, les mains jointes devant elle comme une écolière, attendant une réprimande. Derrière elle, le salon était d'une propreté impeccable, chaque coussin parfaitement aligné, chaque surface lustrée à l'extrême. « Mademoiselle Marple, dit-elle doucement, je me doutais bien que vous viendriez. En général, oui, répondit Miss Marple en entrant. Quand on a le cœur lourd, on trouve que le thé et la vérité font bon ménage. Lydia esquissa un sourire forcé. Oncle est dans son bureau. L'inspecteur Cradock lui a téléphoné peu après. Nous serons alors en excellente compagnie, dit Miss Marple en retirant ses gants. Mais peut-être pourriez-vous d'abord me dire comment vous avez eu de la cire à cacher sur vos gants hier soir. La question se posa doucement dans le silence, mais son poids fut aussitôt ressenti. Lydia se tourna vers la fenêtre, son reflet pâle sur la vitre. « Tu as vu ça? Ma chère, on ne peut s'empêcher de voir ce à quoi on s'attend déjà. C'est un travers de la vieillesse. » Lydia hésita, puis prit une inspiration légèrement tremblante. « J'ai brûlé les lettres, celles que Gérald m'avait écrites. Il avait dit que si je ne l'épouserais pas, il les rendrait publiques. Elles n'étaient pas indécentes, seulement stupides. Mais pour le colonel, ce serait la même chose. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Ah, l'orgueil, encore une fois, si souvent le plus respectable des péchés. Votre oncle était-il au courant? Il a deviné. Il m'a dit d'en finir, de ne plus avoir aucun contact. Comme Gérald a refusé, mon oncle lui a écrit lui-même. C'est pourquoi Gérald est venu à St. Mary Mead, lui a rendu les lettres, a-t-il dit, si nous nous rencontrions en privé à l'église. Mais quand je suis arrivé,
Il était furieux. Il a accusé mon oncle d'essayer de le corrompre. Nous nous sommes disputés. Il a laissé échapper. Je crois que je ne voulais pas dire ça. La porte s'ouvrit brusquement. Le colonel Allerton se tenait là, le visage figé dans la pierre. « Ça suffira, Lydia. » Miss Marple se retourna lentement. « Colonel, j'allais féliciter votre nièce pour son courage. Il n'est pas facile de dire la vérité quand elle n'a pas été manipulée par tant d'autres. » Il l'ignora, ne regardant que Lydia. « Vous n'en direz plus jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur. Tout ce théâtre est inutile. » Miss Marple l'observa avec la patience tranquille de celle qui avait vu des hommes, bien plus respectables, s'effondrer sous le poids d'illusions bien futiles. Les choses superflues, colonel, sont souvent les plus révélatrices. Surtout la façon dont on range après. Une légère rougeur lui monta aux joues. « Pardon ? » ?»« Oh, rien, » dit-elle d'une voix douce. « Simplement que les soldats et les pasteurs partagent un certain instinct. Ils préfèrent que leur monde soit ordonné, même quand il ne l'est pas. Je me demande, avez-vous encore commandé hier soir ?» Son sang-froid vacilla assez pour qu'elle le voie jeter un coup d'œil vers l'âtre, trop rapide, trop mécanique. Là, dans le foyer, les cendres étaient encore chaudes, légèrement parfumées à la résine. L'arrivée de Cradock dissipa la tension. Il entra d'un pas vif, carnet à la main. « Bonjour à tous. Excusez-moi de vous déranger. Je viens de recevoir le rapport du chimiste. La cire que nous avons trouvée près du corps de Kent n'était pas de la cire à cacheter. C'était un mélange de résine de bougie et de térébenthine, utilisé pour conserver le papier ou le camoufler. » Miss Marple haussa les sourcils. Les lettres n'avaient donc pas été brûlées, seulement altérées. Quelqu'un voulait leur donner l'apparence de la destruction tout en préservant leur contenu. Cradock acquiesça. Et ce n'étaient peut-être pas des lettres d'amour, du moins pas au sens habituel du terme. Plutôt des brouillons, des bribes d'écriture d'une autre main, mêlées aux autres. Je dirais que quelqu'un falsifiait quelque chose. Le colonel se raidit. « Absurde. »« Ah bon ?» demanda doucement Miss Marple. « Car cela pourrait expliquer l'histoire de la page du recueil de cantiques, celle qu'on a arrachée. Un modèle pratique pour l'écriture, vous ne trouvez pas? Des lignes nettes, de l'encre ancienne, utile si l'on a besoin d'un modèle à imiter. » L'inspecteur leva brusquement les yeux. « Vous voulez dire que le chantage ne portait pas sur une histoire d'amour, mais sur un faux ? » ?»« Peut-être les deux, » répondit Miss Marple. « On peut aimer de façon insensée et feindre la vertu en même temps. » Lydia s'est affalée dans un fauteuil. Alors Gérald était innocent, assez innocente pour avoir tenté de réparer une injustice, dit doucement Miss Marple, mais pas assez attentive pour voir où elle a commencé. Le colonel fit un pas en avant, d'un ton tranchant. « Insinuez-vous que j'ai joué un rôle dans sa mort ?» L'expression de Miss Marple demeura sereine. « Oh, pas la mort, colonel, juste les suites, bien rangées. Voyez-vous, le corps a été déplacé après le coup. Cela exige de la force, de l'autorité et de la détermination, qualité que vous possédez en abondance. Vous pensiez protéger votre nièce, mais vous ne faisiez que protéger votre propre réputation. » Le crayon de Cradock s'immobilisa au-dessus de la page. « Vous admettez l'avoir trouvé dans la sacristie ?» Allerton serra les mâchoires. Il était déjà mort. Lydia était hors d'elle. Je ne pouvais pas laisser cela devenir un scandale. « Vous l'avez donc porté jusqu'au ruisseau », dit doucement Miss Marple. « N'était-ce pas un travail terriblement froid, colonel ?» Il ne répondit pas. Le silence qui suivit était presque bienveillant. Lydia se leva, le visage décomposé. « Oncle, s'il vous plaît. » Il se détourna. « Tu auras enfin la paix. Peut-être que cela a de la valeur. » Cradock referma lentement son carnet. « Le médecin légiste tranchera le reste. » Miss Marple s'approcha de la fenêtre, où la lumière du matin frappait la vitre givrée en petits motifs tremblants. Les apparences
sont si fragiles, se dit-elle presque pour elle-même. On croit qu'elles préservent la respectabilité, mais elles ne font que la figer jusqu'au dégel. L'inspecteur lui lança un regard scrutateur. « Vous pensez qu'il y a encore des choses à dégeler ?»« Oh, il y en a toujours, » dit-elle en esquissant un sourire. « Les gens sont comme la neige, inspecteur. Ils recouvrent ce qui est désagréable et fondent au retour du soleil. » Elle se retourna vers Lydia, dont les yeux étaient rivés sur le feu. « Prends soin de ton cœur, ma chère. Le pardon, comme la glace, ne font qu'une fois. » L'horloge sonna le quart d'heure, son écho résonnant dans le hall. Dehors, les premiers chanteurs de Noël du matin se rassemblent à la grille, leur voix faible mais distincte chantant « God rest you merry, gentlemen ». Miss Marple écouta un instant, la tête légèrement inclinée, puis prit ses gants. « Il semblerait que le village ait l'intention de se réjouir à nouveau, » murmura-t-elle. « Comme il est humain de chanter sur les cendres. » Elle sortit dans le froid, la musique la suivant dans l'allée comme une bénédiction devenue douce, amère. Le givre s'accrochait aux branches comme de la dentelle, tandis que Miss Marple rentrait chez elle, dans le calme du début de soirée. Les cloches de l'église avaient cessé de sonner, et le village avait retrouvé sa paix fragile, ce silence prudent qui suivit la révélation sans encore l'accepter. La fumée s'échappait des chaumières, les rideaux luisaient d'ambre dans la pénombre et le faible son d'un hymne flottait depuis la fenêtre du presbytère. Elle s'arrêta sous le vieil if, à l'écoute. Ce n'était pas de la joie qu'elle entendait, mais un soulagement déguisé en prière. Lorsqu'elle atteignit son portail, l'inspecteur Craddock l'attendait déjà, chapeau à la main, l'air pensif. « Bonsoir, Miss Marple. J'ai pensé que vous préférez apprendre de moi avant que le village ne le sache. » Le colonel signe sa déposition. « Mort accidentelle » insiste-t-il. Mais le médecin légiste conclura probablement à un homicide involontaire, sous le coup de la provocation. Il ne s'y opposera pas. Il semble presque reconnaissant, d'une certaine façon. Miss Marple hocha lentement la tête. La culpabilité confond souvent capitulation et rédemption. C'est plus confortable que le changement. Il la protège encore, dit Craddock en observant son visage. Il jure que Lydia n'a pas porté le coup, mais je ne peux m'empêcher de me demander s'il le sait vraiment. Oh, il le sait, dit doucement Miss Marple. Ce qu'il ne peut admettre, c'est que toute sa famille repose sur la même tromperie qu'il condamnait chez les autres. L'orgueil de la jeune fille lui reflétait ses propres faiblesses. Il est terriblement difficile de pardonner à ceux qui nous renvoient nos propres défauts. Ils restèrent un instant silencieux, la neige crissant légèrement sous leurs pas. « Madame Clément m'a dit, » poursuivit Craddock, « que Lydia part pour Londres demain. Le vicaire a organisé des œuvres caritatives par le biais du diocèse. Un nouveau départ, tout ça. » « Les nouveaux départs, » murmura Miss Marple, « sont si souvent le dernier refuge des cœurs non examinés. » Il esquissa un sourire. « Vous préféreriez qu'ils restent et qu'ils y fassent face. Je préférerais qu'ils se souviennent, » dit-elle, car oublier ne fait que répéter le même schéma. L'inspecteur hésita, puis sortit un papier plié de sa poche. Il y avait une dernière chose. Le docteur a trouvé ceci dans la doublure du manteau de Kent, scellé à la cire, à peine lisible. Je me suis dit que vous pourriez peut-être y trouver un sens. Elle le déplia à la lumière de la lampe. Les mots, flous et illisibles, étaient écrits d'une main tremblante. La vérité ne brille de mille feux que si le cœur peut supporter la lumière. Miss Marple le lut 2 fois, avant de le replier soigneusement. Il a donc bien tenté d'avouer, dit-elle enfin. Mais comme toujours, ce sont les vivants qui écrivent la fin. Craddock acquiesça, comprenant la lassitude dans sa voix. Vous êtes une femme remarquable, Miss Marple. Oh non, dit-elle doucement. Juste une vieille. La différence, c'est que j'ai vu trop de chambres bien rangées,
après des vies chaotiques. Il la quitte alors, le crissement de ses bottes s'estompant dans l'allée. Elle resta un moment, encore près de son portail, observant les premiers flocons de neige fraîche descendre lentement, recouvrant chacun les traces du passé. Le monde avait déjà commencé à oublier. À l'intérieur, la chaumière était chaleureuse. Le feu, fraîchement rallumé, projetait une douce lumière sur les rideaux de dentelle. Sur sa table reposait la page de cantique déchirée qu'elle avait trouvée cette première nuit, les mots encore visibles malgré la suie et les plis chargés de réconfort et de joie. Elle la laissa du bout des doigts et la déposa à côté du livre de cantiques gorgé d'eau, récupéré dans le ruisseau. Les deux fragments, jadis séparés, reposaient désormais côte à côte. On frappa timidement à la porte. Lydia se tenait là, son manteau de voyage boutonné jusqu'au cou, les yeux sombres mais plus calmes à présent. « Je voulais vous remercier, » dit-elle, « de ne pas en avoir dit, plus que nécessaire. »« Il ne faut jamais en dire plus que ce que les gens sont prêts à entendre, » répondit Miss Marple. « La vérité, ma chère, est comme la musique si elle arrive trop tôt. Elle n'est qu'un bruit. » Le regard de Lydia se posa sur l'âtre. Il n'était pas méchant. Gérald, juste faible, et la faiblesse fait un bruit si terrible dans les vies tranquilles. Miss Marple esquissa un sourire. C'est vrai. Et pourtant, chaque âme brisée laisse une trace. Elle n'est peut-être pas jolie, mais elle complète le chant. Pendant un long moment, ils écoutèrent le vent souffler dans la haie du jardin, bas et rythmé, presque comme le va-et-vient d'un chant lointain. « Je pense, » dit enfin Lydia, « que j'écrirai à Madame Clement dès mon arrivée à Londres. Peut-être pourrons-nous reprendre les choses en main sans avoir à tout ranger. » Miss Marple lui toucha doucement la main. « Faites-le. Mais souvenez-vous, ma chère, la vie n'est pas améliorée par le rangement, seulement adoucie par la gentillesse. Essayez plutôt cela. » Lorsque Lydia fut partie, la porte se refermant doucement derrière elle, Miss Marple regagna son fauteuil, près du feu. Elle ouvrit son sac à tricot, en sortit une écharpe de laine pâle à moitié terminée, et se mit à tricoter d'un rythme lent et régulier. La pièce s'emplit du léger cliquetis des aiguilles, un son familier et rassurant par sa constance. Dehors, la cloche de l'église sonna une fois, puis se tut. La neige s'épaissit, voilant les toits du village, les ruelles, le cimetière où les pas s'étaient croisés et arrêtés. Sainte-Marie-Mead semblait de nouveau paisible, comme si le péché et le chagrin n'avaient été que des visiteurs de passage, connaissant leur place. Miss Marple s'arrêta, levant les yeux vers la fenêtre. À travers la dentelle, elle distinguait à peine le clocher de l'église, se détachant faiblement sur la neige qui tombait. Le monde, pensait-elle, chanterait à nouveau, comme toujours, mais certains chants de Noël étaient destinés à s'achever dans le silence.